Salut les bretteurs. Et on continue notre historique de l'épée. Aujourd'hui, changement de monture. Ce sont les poignées du XIVe siècle que l'on doit observer pour trouver les premiers signes des modifications qui conduiront aux montures complexes de la rapière du XVIe siècle. Les quillons de la garde en croix du XIVe sont soit droits, soit incurvés ou repliés vers la lame. Il existe des formes, droites et courbes, aux extrémités aplaties en spatule, ou plus rarement, avant la fin du siècle, en spirale. La garde est parfois élargie au centre, ou la soie la traverse, mais ce que l'on appellera nœud de corps ou écusson est rare avant le début du XVe siècle. La section de la croisière est carrée, ronde ou polygonale. L'anneau d'index consistant en une barre, en une tige ou en une branche allant du quillon avant à la lame, fut ajouté pour protéger l'index lorsqu'il était passé autour du quillon avant. Plus que toute autre caractéristique des poignées du XIVe siècle, c'est cet anneau qui est considéré comme la première étape dans l'évolution de la monture. Le premier exemple connu d'un anneau d'index est celui qu'on peut voir sur un fauchon du panneau gauche de la Crucifixion et la Lamentation, un diptyque peint à Sienne vers 1340-1350 par le maître du codex de Saint-Georges. Ici, comme dans d'autres sources anciennes, l'anneau d'index est associé à une épée, à un seul tranchant, mais entre le milieu et la fin du XVe, ainsi que pendant tout le XVIe, on voit de tels anneaux également sur des épées droites à double tranchant. Un des premiers exemples en est une épée qui se trouve à la tour de Londres. Une inscription arabe sur la lame la date de 1432, mais la garde et son anneau d'index sont probablement du XIVe siècle. Une innovation introduite très tôt en liaison avec l'anneau d'index est une zone non aiguisée du talon de la lame contre laquelle peut s'appuyer le doigt. Cette forme rudimentaire de ricasso apparaît dès la moitié du XIIe siècle. Certaines lames ultérieures ont une découpe en croissant dans le talon de la lame pour recevoir l'index. L'étape suivante, dans la complication de la poignée, est la branche de garde. Au début, c'est simplement le quillon avant qui se courbe vers la fusée, parfois parallèlement à elle. Cette forme apparaît d'abord sur des fauchons, et d'autres épées pour frapper de taille datant de la fin du XIVe et du début du XVe. Pour les pommeaux, les roues, les disques à facettes plates ou biseautés restent très utilisés du XIIe au XVIe. Vers la fin du XIVe, viennent s'y ajouter des pommeaux triangulaires ou en forme de coin avec la pointe vers la poignée. Bien plus tardifs sont les pommeaux sphériques ou cubiques à coin biseauté. Pendant tout le Moyen-Âge, les fusées d'épée semblent avoir été faites de deux lattes de bois adaptées sur la soie et maintenues par du fil torsadé enroulé horizontalement par du cuir ou par une autre matière serrée à l'aide de bandes de cuir entrecroisées, de bouts de tissu ou de fil de fer. Le tissu ou le cuir pouvait être décoré de têtes de rivet. Toutefois, la majorité des épées médiévales ou de la Renaissance qui subsistent ont vu leurs poignées remplacées ou restaurées après la fin de leur service. Et seules des épées conservées sans modification dans des trésors ou dans des tombes, comme celle de Can Grande della Scala à Vérone, ouverte en 1921, nous permettent d'interpréter correctement les nombreux exemples représentés sur les sculptures, les peintures et les dessins de l'époque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un mois pour la suite du voyage. Salut les bretteurs.